Bienvenue dans l'FC, presque une heure d'émission de foot avec toute l'actualité justement du football sur le continent africain. Et puis nous allons consacrer une dernière partie sur le football international. Nous aurons aussi beaucoup de choses à vous raconter. Dans les titres, dans un premier temps, bien l'Égypte qui ne guérit pas de sa révolution malgré une stabilité. Le football est quand même marqué par la crise. Nous parlerons aussi du Ghana qui n'a pas eu de chance, qui échoue en finale de la CAN 2015 et qui n'a pas obtenu justement l'organisation de la CAN 2017. Et puis Boubacar Bari, Copa Alex, gardien de la Côte d'Ivoire, qui fait des merveilles du côté de l'Ukraine en Belgique. Et bien, nous allons dialoguer avec lui dans la troisième partie de cette émission. Avec nous sur le plateau, il y a Roger Toto, ancien pro de la RDC qui revient de tourner justement sur le tour dans tout le pays, Roger. Oui, je suis plutôt resté à Katanga, à Lubumbashi, oui. Ouais. Et puis un petit tour en Europe en revenant. Oui, un petit tour en Italie. Je suis rentré fraîchement et heureux d'être là. Vous êtes devenu un grand voyageur, Roger. Mais j'essaye, oui. Vous essayez. Nous avons avec nous Mohamed Traoré, le grand Mohamed, parmi nos éditos. Mohamed, bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis M. Noureddine Sali. Bonsoir José, bonsoir à tous. Grand connaisseur du football d'Afrique du Nord, bien sûr. Il ne va pas me démentir. Je ne sais pas. Alors, pour ce qui concerne la question de l'FC, la CAN a-t-elle trouvé justement sa notoriété internationale? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Le football égyptien, touché par la crise politique, c'est à la une de notre magazine. Mais si vous permettez, nous allons commencer par Roger Toto. Roger Toto, qui, je vous disais, revient de la RDC. Alors Roger, la situation sur le plan footballistique en RDC, après ce bon comportement de la sélection à la CAN, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. La preuve, on voit, on a 4 équipes qui sont qualifiées pour les coupes africaines. Et l'engouement qu'il y a au stade, le monde qu'il y a, il y a un monde de fou parce que bon, c'est un pays qui aime le foot. Et ce qui est un peu dérangeant, c'est par rapport à l'ordre, ce qu'il y a. Bon, c'est beaucoup plus de violence dans le stade, il faut le dire, parce que bon, quand on vient dans un stade, c'est pour voir du bon football et l'ambiance. On peut amener des enfants et là, chaque fois, il y a certains matchs qui se finissent pas parce qu'il y a des jets de pierre ou des jets de chaises. Et ça, c'est un peu embarrassant par rapport aux personnes, aux gens qui viennent vraiment, des vrais supporters qui viennent soutenir leur équipe. Et vous expliquez ça comment et pourquoi? Je pense que c'est tout le monde parce que le football, le Congolais, on n'entend plus parler. Là, actuellement, tout se passe bien, les clubs et puis l'équipe nationale. Et je pense que tout le monde doit mettre du sien par rapport à discipline. On doit réussir à discipliner par contre les supporters qui viennent au stade et pour que on vienne dans une bonne ambiance pour pouvoir supporter, pour pas qu'on voit ce qui est en train de se passer, des jeux de pierre, même ça, il y a certains joueurs qui sont blessés avant le match, même après le match. Et je pense qu'il faut que le gouvernement essaie réellement de faire quelque chose là-dessus. Justement, alors Roger, nous allons revenir justement sur le match de la 3e place entre l'équipe de la RDC et la Guinée, la RDC qui avait gagné sous penalty. Justement, un petit rappel, regardez. Médaille de bronze pour la République démocratique du Congo. Après un score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire, les Léopards se sont imposés lors des séances des tirs au but. Score final 4-2 pour la RDC. Suite à cette victoire, les Léopards occupent la 3e place de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un match important en ce sens que l'équipe victorieuse ramène une médaille à la maison. Donc la RDC peut se targuer d'avoir pris la médaille de bronze, alors que la Guinée équatoriale, elle, échoue au pied du podium. Je crois que plus que la fatigue, c'est le côté concentration psychologique qui a manqué aux Équato-Guinéens. Ils ont raté leurs 2 premières tentatives. Et le drame veut que ce soit Balboa, l'homme providentiel de cette équipe équato-guinéenne, qui a raté la toute première tentative. Donc ça a quelque peu déstabilisé le tireur suivant de l'équipe de Guinée équatoriale, Fabiani, qui a vu sa tentative, elle, repoussée par le portier de la RDC. Donc à partir de là, les chances équato-guinéennes étaient fortement compromises, et puis les Congolais
Congolais n'ayant aucun de leurs tirs au but, eux étaient sûrs à ce moment-là de l'emporter quoi qu'il arrive. Oui, alors Mohamed et Noureddine, Mohamed, vous qui connaissez bien certains pays d'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'il y a ce type d'incident comme RDC pour le championnat? Est-ce que vous en connaissez, vous en savez quelque chose? Pas systématique à la hauteur de ce que vient de dire Roger, parce que là c'est un peu généralisé au Congo en ce moment, d'où il faut prendre les mesures pour que ça ne produise pas, parce que le Congo a une très belle image en ce moment en matière de football, les clubs sont assez dynamiques, l'AS Vita, le TP Mazembe, etc. Donc il faut entretenir ça avec le bon parcours, un entraîneur aussi de l'équipe nationale qui a donné une envergure à cette sélection. Donc il ne faut pas que ça soit terni par des problèmes de sécurité. Sinon en Afrique de l'Ouest, il y a des problèmes ponctuels de sécurité, mais c'est réglé rapidement. C'est réglé rapidement, ouais. Avant de voir le classement justement de ce championnat de la RDC, Noureddine, dans les pays du Maghreb, non, sauf l'Égypte. Hein. Ah non, non. Nous allons y revenir tout à l'heure. Non, malheureusement, non. C'est une gangrène qui est en train d'empoisonner pratiquement pas mal de... C'est vrai qu'on parle des équipes qui ont fait la une ou bien ils se sont illustrés dans les manifestations continentales, mais le retour toujours de à huis clos, que moi personnellement je suis contre ce procédé parce qu'il fait que déplacer les échéances pour trouver un remède. C'est vrai qu'il y a des pays comme, je parle de l'Algérie, pratiquement il y a 5 à 6 huis clos dans l'année par rapport à ce qui se passe. Du côté de la Tunisie, pareil, mais du côté de l'Égypte, on va revenir là-dessus. Il y a autre chose qui rentre en considération, il n'y a pas que le sport. Hein. Tout à fait. Alors, nous allons voir le championnat et Roger va nous apporter ses commentaires. Alors, sachez qu'au classement, et c'est Vita Club qui est en train de, vous voyez, il y a beaucoup de matchs qui ont été remis. Alors, Roger, justement, je voulais vous demander, nous allons garder le classement, mais pourquoi autant de matchs remis? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais revenir par rapport au classement. Là actuellement, c'est Don Bosco qui sont premiers. Don Bosco qui était devant. Et puis après, il y avait TP Mazembe et puis Vita Club. Voilà. Et le match remis, c'est par rapport à tous ces événements qui se passent. Et puis, je pense qu'il y a eu pas mal de matchs à huis clos parce que, bon, pour essayer un peu de calmer les supporters, je pense qu'il faut réellement prendre de mesures par rapport à ça parce que les joueurs qui jouent, ils ont besoin de leurs supporters, leur 12e homme. Et puis jouer à huis clos comme ça, c'est pas pareil. C'est un stade qui est vide, mais il faut que l'INAFOOT ou le gouvernement essaie réellement de faire quelque chose par rapport à ça. Et ça sonne creux lorsqu'un stade est vide. Alors, maintenant, nous allons passer au principal sujet. C'est l'Égypte qui connaît un redressement précaire sur le plan politique. Mais que devient son football, tant la sélection que le championnat, justement, à cause d'incidents et des procès, précisément. Voire celui de Port Saïd, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Alors, quel avenir pour le football égyptien? Sextuple vainqueur de la CAN, le pays ne s'est plus qualifié pour une fête continentale de football, et ce depuis 2010. Birama Sarou Nera. Le football égyptien a perdu beaucoup de son élan depuis 2012. En cause, la tourmente politique et sécuritaire qui a secoué le pays. Les compétitions sont devenues très irrégulières et le jeu a perdu en contenance. Les gradins sont de moins en moins fréquentés, surtout du fait du huis clos imposé depuis 2012. Il y a un certain nombre de problèmes géopolitiques qui se passent dans ce pays-là. On a vu aussi le drame de Port Saïd, on s'en rappelle tous, qui avait fait un certain nombre de morts supporters. Donc depuis ce moment-là, le football égyptien a du mal à se remettre de cette crise-là. L'ensemble de ses composantes, notamment les clubs qui sont Al-Ali, le Zamalek, etc., qui sont des géants du football africain, ont du mal à se remettre au niveau de la Ligue des champions africaine, ont du mal à ouvrir leur blason et à retrouver la place qui était la leur. Le 1er février 2012, 74 personnes avaient été tuées dans des accrochages entre supporters d'Al-Masri et d'Al-Ali au stade de Port Saïd. Alors que le football égyptien peine à se remettre de cet événement tragique, une nouvelle catastrophe endeuille les amateurs du ballon rond. Au moins 19 supporters des Zamalek ont trouvé la mort le 8 février 2015. Pour des spécialistes du ballon rond, l'Égypte peut aujourd'hui repartir sur de nouvelles bases. On connaît la ferveur populaire autour de ce sport en Égypte. On sait que l'Égypte est capable de nous donner de superbes footballeurs, des légendes vivantes comme Abou Trika, etc. Donc à un moment donné, le pays-là connaîtra la stabilité politique, aura lutté contre le hooliganisme qui ronge ce pays. À un moment donné, le football va remettre de ses cendres au niveau du continent, au niveau du pays. Et à un moment donné, on reverra ce football, ce championnat égyptien qui nous a tant fait rêver. Le championnat égyptien du football a repris officiellement le 31 mars après une longue interruption
En outre, les pharaons d'Égypte ont été 7 fois vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, cette équipe a du mal à prendre son envol. Alors, dans ce sujet, on n'a pas entendu parler d'hooliganisme. Alors, mon cher Noureddine, comment on peut expliquer ça en Égypte, entre des frères qui se tuent entre eux? D'abord, il n'y a pas de problème d'hooliganisme. En Égypte, c'est un problème qui est lié à l'atmosphère politique qui est en train de régner dans ce pays. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui fait 90 millions. Bon, Saïd, c'était politique, hein? On va voir des images en même oui, temps. Je sais qu'à Port-Saïd, déjà, on vient de condamner les 11 à mort, carrément, à la peine capitale. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'histoire, d'abord, avant de parler de ce qui se passe. C'est un pays qui a tout de même représenté l'Afrique de la meilleure des manières. 7 fois champion de 57, 59, 86, 98 et les 3 fois de suite dans les années 2000, sans parler du club du siècle qu'on a surnommé le club du siècle, c'est Al Ahly. Et c'est une institution, c'est un pays qui vibre le football et c'était un formateur. Quand vous voyez l'équipe nationale, il n'y a que 2 joueurs qui arrivaient de l'extérieur. Il y a un Mido que vous connaissez très bien, Roger, et ainsi que Zidane qui jouait. Mais sinon, c'est des produits locaux. Mais malheureusement, l'atmosphère, avec tout ce qui se passe la dernière fois, c'était au Caire, on a réservé 5000 places, que 5000 places, mais les 5000 doivent rentrer d'une seule porte. On a réservé qu'une seule porte pour faire rentrer les 5000. Donc tu vois un petit peu, quand on incrimine un petit peu le hooliganisme ou bien ce qui se passe, la violence en RDC, là c'est peut-être d'autres facteurs qui rentrent en considération, c'est les organisateurs et est-ce qu'on a vraiment les moyens actuels pour mener le football au terme. Si ça continue comme ça, il vaut mieux continuer à jouer à huis clos juste pour jouer, quoi, c'est tout. Mohamed, un petit mot avant de retrouver Roger. Alors, le problème, effectivement, elle est politique, c'est-à-dire que le pays est dans une crise politique et chaque tendance essaie d'utiliser le football pour venir à ses fins. Donc, c'est la même rengaine qui revient. Vous voulez pas dire qu'il y a beaucoup de promo-baraques dans les stades? Non, je veux pas citer carrément les noms, mais je veux dire tout simplement qu'en fonction des tendances, il y a des clubs qui appartiennent à telle tendance et chaque fois qu'il y a des matchs, il y a des affrontements avec supporters et il y a aussi des affrontements entre forces de l'ordre et supporters qui sont défiés parce que vous avez l'autorité d'un autre côté, de l'autre côté vous avez des supporters qui défient l'autorité. Donc c'est pour ça que cette situation politique générale se transporte dans les stades de football et c'est les seuls endroits d'ailleurs où on peut avoir une grosse concentration de personnes et là on en profite pour faire amener le bazar. Donc malheureusement, exactement. Roger, vous voulez dire un petit mot avant de passer au classement? Non, c'est la vérité. Là le sport est pris en otage tant que il n'y aura pas de la stabilité politique et le stade c'est le meilleur endroit pour régler les comptes. Donc à partir de là, c'est là qu'il profite. On peut se retrouver à 50 000 personnes et on en profite pour faire passer tout type de messages. C'est pas propre qu'à l'Égypte, il faut le dire, ni à l'Afrique, même en Europe ici, dans les pays de l'Est ou en Serbie, on a vu des matchs Serbie qui Croatie où il y a eu des problèmes de cet ordre-là. Ok, nous allons voir certains résultats et je ne sais pas si nous aurons le classement, mais au moins certains résultats parce que le football égyptien quand même vit. Hein. Il y a le championnat, même s'il y a des matchs qui sont en retard. Vous voyez donc certains résultats comme Nars qui a fait match nul avec El Gouna. Et d'autres résultats que vous voyez, donc bien sûr Ismaïl, que nous connaissons très bien, qui a fait match nul également. Il y a Al-Ahly qui a battu Halab Damanour 2-1. Alors, bien sûr, Noureddine, ici, avec mon accent, vous voyez que j'écorche les noms des clubs. Hein. Vous n'hésitez pas, vous êtes là pour ça aussi. Non, c'est juste pour dire 2 mots sur les 2 clubs phares de ce club-là, qui sont le Zamalek et Al-Ahly. Quand on voit leur participation dernière dans les différentes compétitions continentales, soit la Coupe de la CAF, soit la Ligue des Champions, le Zamalek a fait match nul à domicile contre le Fils de Rabat. Enfin, il y avait des confrontations, les 2 confrontations maroco-égyptiennes et Al-Ahly qui est parti perdre. Al-Ahly a le champion en titre au Maroc a le match de tête. Donc on voit très bien qu'il y a un malaise qui secoue même les grandes institutions footballistiques en Égypte et ça se reflète quelque part même sur les résultats des clubs. Ok. Alors pour les grands dossiers comme ça, nous avons besoin d'un œil d'expert et c'est M. Joseph-Antoine Bell qui est en ligne avec nous. Alors Joseph, bien sûr, la sentence est tombée, condamnation à mort pour les inculpés.
ceux qui ont créé des troubles à Port Saïd en 2012. Alors, est-ce que vous pensez que la tension va baisser, ça va calmer un peu les choses? D'après vous, Joseph, et comment sentez-vous l'avenir de ce football égyptien? Bonjour à tous, bonjour Roger, bonjour Nordé, bonjour Mehmet. Je crois qu'il faut savoir que la violence en Égypte est un problème pas simplement récurrent, mais vieux. Il est au moins aussi vieux que l'assassinat du président Sadat. Dès le début des années 80, en Égypte, on a voulu éviter précisément la concentration du public. Donc, on a voulu éviter que les gens viennent dans les stades. Et déjà, à l'époque, une grande partie, pour ne pas dire tous les matchs du championnat égyptien, étaient à la télé pour décourager les gens d'aller sur le terrain, sur les stades. Et donc, c'est un vieux problème. Mais ce problème, quel est-il? C'est simplement celui de la politisation des groupes, de l'utilisation des différents groupes. Et je crois aussi que la religion y est pour quelque chose, dans la mesure où les frères musulmans étant en cause dans l'assassinat du président Sadat, on évitait les regroupements et on a voulu éviter l'infiltration des groupes de supporters par un certain esprit politique. Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui a ressurgi beaucoup plus brutalement encore. Et donc, les gens, ce qui s'est passé à Port Saïd n'était absolument pas du hooliganisme sportif, n'était pas de la violence sportive, c'était de la violence politique déportée dans un stade de foot. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Il va falloir simplement, pas simplement, c'est facile à dire. Oui. Alors, Joseph, non. Oui. Oui, vous pensez que c'est un conflit qui a débuté depuis l'assassinat d'Anwar Sadat? Oui. C'est depuis très très longtemps que les gouvernements égyptiens sont conscients qu'il faut éviter les grands rassemblements publics parce qu'ils pourraient être infiltrés. Et vous voyez très bien que dans tous les pays où il y a eu des mouvements dits politiques, ces mouvements-là ont débordé sur le foot parce que simplement il y a des rassemblements. Et donc, le vrai problème, c'est que chacun veut utiliser la ferveur, la sympathie des supporters et leur capacité à se mobiliser en sa faveur, en pensant que c'est bien dans un sens. Malheureusement, les autres l'utiliseront aussi dans l'autre sens. C'est pour ça que tout à l'heure, Mohamed parlait des pro-Moubarak. Ils ne sont pas pro-Moubarak, ce n'est pas une équipe de foot. Moubarak, c'était le président de la République, donc une tendance politique, et c'est un petit peu ça. Figurez-vous que depuis 1981, le National du Caire, qui avait déjà son stade depuis longtemps, ne joue pas dans son stade, précisément à cause du nombre de supporters du National, et il a fallu à chaque fois essayer de leur trouver un endroit où ils ne seront pas beaucoup trop nombreux par rapport à la capacité de l'enceinte. OK. Joe, Noureddine a juste un petit mot à dire, assez court. Non, c'est juste pour aller... bonjour Joseph. C'est vrai que c'est pas lié exactement juste après cette période-là de révolution. Si on revient juste en 2010, Joseph, 2010, le caillassage du bus de l'Algérie, c'était avant la révolution. Et surtout, en 89, Joseph se rappelle très bien ce qui s'est passé dans les couloirs pour l'interdiction pratiquement d'une vingtaine d'années de Belloumi de ne pas sortir de son pays aussi. Oui. C'est vrai. Oui. Alors Joseph, vous avez parcouru beaucoup de stades et je me demande, vous êtes passé entre les pierres, vous, hein? Oui. Bon, je vais taxer Mohamed parce qu'il est sur le plateau. Je vais en profiter pour dire que j'en ai reçu quelques-unes de mes amis maliens. Mais c'était malheureusement pas des pierres de haine. Vous savez, la violence est des votes comme ça. Les Maliens, ils m'adorent, mais ils m'ont quand même lancé des pierres. Donc, qui aime bien, châtie bien. Joe, en tout cas, merci pour votre éclairage. On a besoin de vous, en tout cas, chaque lundi sur Africa 24. On se dit à la semaine prochaine. Alors, il y a aussi un expert qui va nous en parler. Donc, c'est un de nos éditorialistes, homme politique, mais aussi il s'intéresse à la géopolitique, justement, et il nous parle de ce conflit. Écoutez.
Le football et la politique sont liés parce que justement le football réussit là où la politique a échoué. Le football permet de fédérer, quelle que soit la condition sociale des supporters, et la politique justement n'y arrive pas. D'où l'intérêt justement des responsables politiques qui s'intéressent au football et qui se servent même du football pour permettre à toute une nation d'être mieux, d'être en cohésion, je dirais. Oui, alors est-ce que ce conflit va durer encore? Malik Acher, justement, va nous dire encore quelques mots. De Port Saïd, il faut savoir dans quel contexte cela s'est passé. Cela s'est passé pendant le problème révolutionnaire égyptien de 2011. Le match a eu lieu en 2012 et donc les tensions étaient encore vives dans le pays. Et vous savez que une partie des supporters, notamment de l'équipe d'Al-Masri, étaient très présents sur la place Tahrir lors du soulèvement révolutionnaire. Donc cette collusion entre politique et football en Égypte est très ancienne. Est-ce que le conflit va durer? Cela est une question à laquelle on ne peut pas répondre sans avoir des doutes, sachant la situation politique et économique qui se pose en Égypte. Tant que le climat sur le plan politique et économique n'est pas serein en Égypte, nous aurons toujours ces problèmes-là, parce qu'il faut savoir que ces violences sont le fait de hooligans, et la majeure partie de ces hooligans est composée d'une jeunesse désœuvrée qui n'a pas de perspective d'emploi, et donc fatalement, si on résout cette problématique sur le plan économique, on résoudra aussi ces problèmes de violence. Et ça relève de la volonté politique du gouvernement égyptien. Et avant de parler de Nicolas Anelka, qui est devenu l'un des plus grands boxeurs du monde, l'Égypte, grande nation du foot, aura-t-il du mal à s'en remettre malgré les efforts du nouveau président? Nous écoutons. L'Égypte est une grande nation de football, ça on le sait, elle a un championnat local qui est très fort, elle a été à plusieurs reprises championne d'Afrique, donc elle a toutes les potentialités pour revenir sur le continent africain et sur la scène footballistique africaine. Maintenant, cela relève, comme je l'ai dit précédemment, de la volonté politique. On ne peut pas continuer à avoir des matchs de football dans un esprit électrique. C'est pour ça, justement, qu'il y a eu des suspensions, la suspension du championnat égyptien à plusieurs reprises entre 2011 et 2015. Et cela n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, ça va être difficile. C'est aussi là un problème de volonté politique. Alors, messieurs, sur le plateau, justement, une information que vous avez peut-être déjà, que vous allez commenter. C'est Nicolas Anelka qui a pété les plombs avec son club. Justement, nous allons voir Nicolas en image. Donc, il a frappé, tout simplement, l'entraîneur du Sendai, Méziane Igil. Pardon? Eril, c'est la prononciation. Eril, pardon. Et donc, la direction a licencié, justement, Eril, et donc Nicolas Anelka a été gardé. Que pensez-vous de cette situation? On savait que c'est un type qui avait la tête... Non, on a toujours su que c'est un joueur caractériel, mais arriver là à frapper l'entraîneur, non, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. En plus, quand on a un nom comme le sien, le parcours, l'image, le vécu qu'il a, non, il y a certaines choses qui ne se font pas. Oui, Mohamed? C'est vrai que c'est quand même curieux qu'on licencie l'entraîneur et le garder aussi. Peut-être qu'il est dans l'organigramme du club où il essaie d'investir. Peut-être qu'il a un rôle beaucoup plus important qui fait qu'il y a eu un désaccord sur quelque chose. Mais frapper, ce n'est pas toujours ça qui résout le problème. Voilà, peut-être le club a trouvé un boxeur, un futur grand boxeur, justement, il peut se reconvertir. Non, d'abord, le Nahed de Hussein Dey, c'est une équipe de l'élite qui est dans l'agglomération algéroise, le Londres africain, comme on l'appelle. C'est un club qui a vraiment une vraie histoire, et ces derniers temps, c'est vrai que ça a fait la une de tous les journaux de voir Anelka venir comme directeur technique au sein de ce club-là. Eril, c'est quelqu'un qui est très connu en Algérie. C'est un entraîneur qui a gagné beaucoup de titres. C'est pas l'arriviste du jour au lendemain. Donc l'altercation, c'était que Anelka voulait s'introduire sur le travail sur le terrain de Eril, et c'est là que le clash a dégénéré. Ils n'ont pas voulu en parler. Chacun voulait limiter, ou bien délimiter surtout sa zone. Et voilà, Anelka, le connaissant, et la mentalité à l'algérienne aussi. Il a eu le temps de frapper quand même. Hein? Oui. Voilà. OK. Eh bien, merci, monsieur, pour cette précision concernant Anelka Eril. Tu vas finir, hein? Nous nous retrouvons dans la deuxième partie de l'émission. À tout à l'heure.